On voit très bien que vos films ne s'approchent pas des grosses productions, donc quel cinéma tentez-vous de faire vivre? Moi, je suis un peu le prototype effectivement, d'une nouvelle génération de producteurs, enfin, qui est déjà presque l'ancienne d'ailleurs, mais ça fait plus de 10 ans que j'ai monté cette société Moby Dick. Et quand on est donc le prototype de ce qu'on appelle un producteur indépendant, et qu'on démarre avec des gens de sa génération, à partir du moment où forcément la logique veut qu'on commence à produire plutôt des premiers films, c'est juste que la production des premiers films est la plupart du temps plus calibrée. Moi, mon rapport au cinéma, vous savez, il est assez simple. Je suis certainement comme vous, tout simplement un amoureux de cinéma. Et la seule question que je me pose par rapport aux films que je produis, c'est est-ce que j'aurais envie ou pas d'aller les voir. Jean-Claude Brissot, par exemple, puisque lui, c'était pas ma génération, ça s'est fait tout simplement parce qu'il fait partie des gens de la génération d'avant. C'est tout simplement que ça a été un de mes premiers chocs de cinéma. Et De bruit et de fureur, je me souviens que j'avais vu ça quand j'avais à peine 20 ans et ça m'avait beaucoup marqué. Il y a un tiers seulement des premiers films qui permettent de faire un second film, grosso modo, d'après ce que je peux voir. Après les statistiques, il semblerait. Bon, qu'est-ce qui fait comment mettre le maximum de chances de son côté lorsqu'on fait un premier film pour qu'il y en ait qu'il ait un petit frère? Et surtout, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Non, mais tu sais, ça ne dépend que d'une chose, c'est de sa volonté, de sa persévérance. Et la force à pas se décourager. Voilà, c'est la seule raison. Mais ça n'est que ça. Ça n'est que ça. Il y en a deux tiers qui se découragent. Eh oui. Ouais. Parce que qui que ce soit, même si tu as fait le premier film, le pire de toute l'histoire, avec le moins grand nombre d'entrées, si tu reviens dans 10 ans avec un scénario formidable et qui n'a rien à voir avec ce premier film, tu vas réussir à le monter. On n'est pas sur des listes noires, faut pas être parano. Non, ouais. Mais non, pas sur un premier film. Attention, pas sur un premier film à des tarifs raisonnables. Il n'y a pas de liste noire. Un garçon comme Éric Barbier, que j'aime beaucoup, Le Brasier, qui avait fait Le Brasier, qui était à l'époque le premier film le plus cher de l'histoire du cinéma français. On était du temps du franc, je crois que c'était 100 millions de francs. Le film a été un bide absolu. Éric, il aurait très bien pu ne jamais se relever de ça. Il a eu la force. Des années après, il est passé par des périodes de doute terribles. Et puis après Torero, c'est pareil. Et après Torero, il revient enfin avec Le Serpent, qui est un polar avec Yvan Attal et Cornillac, où là, enfin, il rencontre un public et là, il prépare son prochain film. Ça n'est qu'une... Il faut avoir une immense force. Il faut vouloir. Voilà. Oui. Parce que c'est déjà tellement difficile de faire un premier film que quand ce premier film, effectivement, ne rencontre pas d'une façon ou d'une autre le succès, ce qui est le cas de Belle Épine quelque part, parce qu'un succès d'estime, c'est un succès. Voilà. Donc soit succès public, soit succès d'estime, mais rien. C'est super difficile pour un réalisateur d'avoir la force. Si on regarde réellement les listes des entrées des films, généralement, les gens derrière un succès, dans 85% des cas, ils font un échec. Je pense qu'il vaut mieux aller choper les gens après un échec qu'après un succès, quoi. Beaucoup plus de chances de faire un succès après un échec qu'après un succès. Danny Boone a quand même fait encore 5 millions d'entrées avec rien à déclarer. 8 même. 8 oui. Ouais. Mais c'est un échec. Mais eu égard à son ambition, c'est peut-être effectivement... Ouais. Nakache et Toledano, c'est pas du tout le temps d'aller les récupérer. Il faut jamais oublier que le succès est un accident. Quand on est producteur, le succès est un accident. Le quotidien, c'est quand même l'échec. Mais c'est ça c'est ça qui permet de durer, quoi. Parce que et c'est valable évidemment pour un réalisateur aussi. Un réalisateur a quand même beaucoup plus de chances d'aligner des échecs que
que des succès. Ce qui est sûr, bon, c'est difficile de parler dans le flou, mais bon, il y a quand même un truc aujourd'hui, c'est qu'on était dans un contexte d'embouteillage historique avec Intouchables. On s'est aperçu qu'il y avait des salles en province ou de périph' dans lesquelles on était déprogrammé de façon sauvage dès le premier week-end. C'est-à-dire que des multiplexes de 16 écrans s'amusaient à balancer Intouchables sur 10 écrans le samedi soir ou le dimanche après-midi. Ce qui est d'ailleurs formellement interdit, parce que normalement un multiplex ne peut pas consacrer plus de 25% de ses écrans. Mais ils l'ont tous fait. Le CNC n'a pas réagi, personne n'a encore réagi. Et puis, tout le monde était là en train de se dire wow, est-ce qu'il faut qu'on réagisse dans la mesure où Intouchable, ça n'arrive qu'une fois tous les 10 ans. Mais malheureusement, moi je pense que c'est totalement faux et qu'il faut être hyper vigilant là-dessus. Parce que, évidemment, un phénomène comme Intouchable n'arrive une fois tous les 10 ans, mais quand vous avez un gros film qui sort et qui va faire le gros de ses entrées dès la première semaine d'exploitation, si tout d'un coup, une sortie d'un Harry Potter, poum, on balance sur 12 écrans en même temps, et que donc on déprogramme sauvagement les autres, et que nous, les films qu'on fait, il ne nous reste plus que les séances les pires, c'est-à-dire le jeudi, le vendredi et le lundi et le mardi, c'est vrai que ces films-là, on va finir par ne plus les faire. On s'en sort encore parce qu'on a ce réseau de distributeurs indépendants qui existe, mais ils sont très fragiles et c'est très probable qu'il y en ait un ou deux qui mettent la clé sous la porte cette année. On ne voit pas venir la relève. Et en même temps, tu te dis c'est là qu'il y a une place à prendre parce que c'est un métier passionnant et qu'il y a vraiment il y a une place à prendre parce qu'il n'y en a pas assez. Mais il faut avoir la capacité à perdre de l'argent. Beaucoup plus qu'un producteur. Ouais. Ah oui. Et si le cinéma français, si vous avez peut-être le sentiment qu'il ne s'exporte pas si bien que ça, et c'est les acteurs qui jouent pas le jeu, voilà, qui se déplacent de plus en plus difficilement. Ça, tu dois, je pense, avoir le problème quand tu fais ton festival là-bas en Macédoine, mais ne te dis pas que ça n'est que toi. Ils traînent la patte partout. Je me souviens, j'avais demandé justement en Macédoine à Cédric Lapiche s'il voulait pas venir avec Paris. Il me dit je suis désolé, je vais à Munich. Enfin bon, je dis mais avec tous les acteurs qu'il y a dans le film, il dit mais mon pauvre, même pour la promo, j'ai pas réussi à les avoir. Donc voilà, le débat était clos. Non, mais ça c'est insensé parce qu'on a toutes les vedettes, elles vont se plaindre, machin, ou elles exigent plus d'argent parce que soi-disant elles vont avoir une petite notoriété à l'étranger, mais ils font pas le boulot. Il faut harceler l'agent 1000 fois. Il faut les appeler et vous avez l'impression que c'est un calvaire absolu, que même d'aller, je sais pas, 2 jours à Rome pour faire quelques interviews. Et ils ont vraiment tort, parce que c'est ça qui fait qu'on a du mal aussi les grandes périodes d'éco-production franco-italienne, où là aussi, qui marchaient sur des grosses comédies. Ça a fonctionné parce qu'on avait des acteurs qui étaient connus des deux côtés. Là, ça devient un vrai souci. Bon, la solution, donc, c'est envoyer Julie Depardieu et Frédéric Bell en Chine. Et franchement, si elles font pas un tabac, c'est que vraiment... Voilà. Et merci à toi, en tout cas. Et merci à vous. Et n'hésitez pas à dire à vos camarades qui sont les bienvenus aussi. Voilà, à l'occasion, s'ils passent dans le coin.